Physique de 5e secondaire, nous sommes toujours dans la mécanique. Nous allons voir la dynamique. Juste avant la dynamique, nous avons fait l'étude du mouvement des corps. Alors, la dynamique, c'est lorsqu'on considère non seulement le mouvement, mais aussi les forces appliquées sur ces corps. Alors, dans ce cours, nous allons voir principalement les types de forces. Et dans d'autres cours qui vont suivre, nous allons voir comment additionner ces forces-là. Donc, on va travailler avec des notions d'équilibre de translation. Nous allons travailler aussi avec la loi de Newton, les 3 lois de Newton, principalement avec la 3e, justement, qui va nous montrer l'accélération à l'intérieur de la formule. Et par le fait même, on va ramener le mouvement. Alors, c'est la vision globale. Alors, une force, on va la noter de façon générale avec un grand F. Et comme c'est une grandeur vectorielle, vous allez voir souvent le petit symbole pour représenter que la variable, c'est une grandeur vectorielle. Alors, une force, ça fait quoi? C'est que ça peut déformer un objet. Donc, par exemple, vous avez de la pâte à modeler dans votre main. Avec votre main, vous pouvez déformer la pâte à modeler parce que votre main a une force. Vous pouvez aussi avoir une balle de tennis qui frappe une raquette. Il va avoir une déformation de la raquette, mais il va avoir une déformation aussi de la balle. On peut aussi modifier un mouvement, le mouvement d'un corps. Donc, un objet, on peut pousser dessus avec une force pour le mettre en mouvement, mais aussi on peut, s'il est en mouvement, appliquer une force pour le ralentir ou pour même l'arrêter. La valeur vectorielle, alors on va ramener des petites notions de mathématiques que vous avez déjà vues. Alors, lorsqu'on parle d'une valeur, une mesure, une grandeur, une variable là, qui est vectorielle. On parle de normes, ça veut dire la mesure. On va voir dans quelques instants que la force, elle est en newton. D'ailleurs, c'est une notion que nous avons vue l'an passé lorsque nous avons étudié le poids et la masse. Alors, nous avons une norme. Nous avons par la suite l'orientation. Ensuite, nous avons le sens. Alors, pour donner un exemple, si nous avons des forces en newton, et qu'on vous demande de les additionner. Supposons que nous avons une force F1 qui est égale à 2 newtons, une force F2 qui est égale à 5 newtons et qu'on vous demande de les additionner. Alors, voici ce qu'il ne faut pas faire. Alors, si nous voulons la force totale, nous ne pouvons pas dire 2 newtons additionné à 5 newtons qui va donner 7 newtons. Alors, nous ne pouvons pas faire ceci parce que les forces sont vectorielles. Alors, peut-être que la force 1, elle est dans cette direction, orientation et sens, donc peut-être que c'est elle. Et peut-être que la force 2, elle est dans cette direction. Alors, nous ne pouvons pas additionner simplement les normes. Alors, si on connaît les normes, ça vient toujours, en fait, un vecteur avec une orientation, un sens. Alors ici, si on veut les additionner, on va prendre la méthode d'addition successive. Alors, on va placer F1, ensuite, au bout de F1, F2. Donc là, vous comprenez, c'est juste pour faire, c'est à main levée, là, c'est juste pour vous faire comprendre le principe d'un vecteur. Alors, si nous avons un 2, si nous avons un 5 newtons, alors la somme, c'est du point de départ au point d'arrivée, et c'est ça la somme vectorielle. Alors, ça ne donnera pas nécessairement en norme le 7 newtons, à moins que les vecteurs soient un à la suite de l'autre, en ligne droite. Alors, nous allons avoir une norme qui va être différente, en fait, de 7 newtons. Et en plus, pour donner vraiment la valeur, nous allons avoir les orientations de ces vecteurs-là. Alors, une force, c'est vraiment vectoriel. Même chose au niveau du résultat lorsque vous avez, par exemple, un objet qui est sur une table. Si on pousse avec une force, une certaine force, l'objet, ben, il risque de se casser. Supposons que c'est une assiette, lorsque l'objet va arriver au sol. Mais si nous prenons la même force, mais orientée dans l'autre sens, donc le moins F,
Alors, peut-être que l'assiette va tout simplement glisser sur la table, elle ne brisera pas. Donc, c'est important au niveau de la notion de force de considérer que c'est une valeur qui est vectorielle. C'est une grandeur qui est vectorielle. Nous avons, au niveau des vecteurs, on va en reparler dans la suite de ce cours. Alors, si on veut parler, par exemple, de normes, alors c'est sa mesure. Si on veut parler d'orientation, voici deux vecteurs ici, donc qui sont parallèles. Alors, on va dire à ce moment-là qu'ils ont la même orientation. Ils ont la même longueur, donc on va dire qu'ils ont la même norme. Et la flèche est orientée de la même façon, donc on va dire qu'ils ont le même sens. Alors, si je fais un autre exemple, ici, vous allez avoir deux vecteurs qui ont la même orientation, mais pas le même sens et pas la même norme. Alors, on va revoir ces notions-là pour les forces. Mais avant, abordons les différents types de forces. En quatrième secondaire, c'est un rappel, vous aviez vu, la force gravitationnelle, et pour un objet qui était sur la Terre, on parlait du poids. Donc, on avait vu la relation entre la masse et le poids. Donc, sur la Terre, lorsqu'on avait un objet qui était sur la Terre, on parlait de son poids. Bien entendu, on pouvait calculer aussi le poids du même objet sur une autre planète. Et on avait dit que c'est la masse qui ne changeait jamais, c'est une quantité. Donc, si le corps est sur la Lune ou si le corps est sur la Terre, cette quantité-là de matière ne change pas. Par contre, le poids ici pouvait changer parce que le G est associé, on l'appelait l'intensité du champ gravitationnel, il est caractéristique à un astre. Donc, la Terre, on avait vu que sa valeur était de 9,8 newtons par kilogramme. Mais en fait, ce que nous avons calculé l'année passée, c'est une attraction mutuelle qui se fait entre un objet qui est sur la planète Terre. Donc, supposons que j'ai un objet, ici c'est la Terre. Alors, c'est pas juste la Terre qui va attirer l'objet vers elle, vers sa surface, c'est aussi l'objet qui attire la Terre vers lui. Alors, l'attraction, elle est mutuelle entre les objets. Vous allez voir une formule dans quelques secondes, dans quelques minutes, qui va nous permettre de calculer d'une autre façon la force gravitationnelle, cette fois-ci entre deux corps, deux objets qui sont un à côté de l'autre. Donc, supposons que j'ai deux billes qui sont séparées d'une certaine distance, supposons 1 mètre, et que ces deux billes-là ont des masses qui sont différentes. Alors, ou même identiques, peu importe, il va avoir une force d'attraction qui va être minime, mais elle va être là, donc elle est calculable. On va voir une formule pour ça. Donc, simplement pour rappeler que la force gravitationnelle, le Fg, lorsque c'est un objet par rapport à la Terre, on parle de notion de poids, mais lorsque c'est un objet par rapport à un autre objet, on va aller de façon plus générale, on va parler de force gravitationnelle. Alors, lorsque vous avez quelqu'un à côté de vous, ce quelqu'un-là a une masse, ce quelqu'un-là est à une certaine distance de vous, on peut parler d'une force gravitationnelle, donc d'une force qui attire cette personne-là vers vous et d'une force qui vous attire vers cette personne-là. Donc, cette personne-là, euh, l'attraction, elle est mutuelle en fait. Donc, vous avez la formule. Alors ici, elle n'est pas très claire, mais sur votre document, le document PDF est sur le site internet patiosciences.com. Vous avez une constante ici, qui est la constante gravitationnelle. En fait, ça vient des études que M. Isaac Newton a fait par rapport à la gravité, etc. Donc, nous retrouvons sa constante gravitationnelle. Nous avons la masse des deux corps qui sont un à côté de l'autre et nous avons dans certains manuels, vous allez trouver, au lieu de trouver la petite lettre R, vous allez trouver la petite lettre D, donc qui est la distance entre les deux corps. Maintenant, ce qu'il faut faire avec cette formule-là, il faut faire très attention. Si vous avez, par exemple, des masses qui sont données en grammes, des distances qui sont données en mètres ou même en kilomètres, peu importe. Si vous êtes mêlé au niveau des unités à substituer à l'intérieur, eh bien, allez voir les unités de la constante gravitationnelle, étant donné qu'on vous la donne tout le temps. Alors, ces unités-là de distance et de masse vont vous inspirer et ça va vous guider
pour la transformation des unités. Donc, à savoir, par exemple, si vous avez des masses de 2 corps qui sont donnés en grammes, eh bien, vous n'allez pas substituer des grammes dans cette formule-là, étant donné que dans les unités de la constante gravitationnelle, vous retrouvez les kilogrammes. La même chose, si on vous donnait une distance en kilomètres entre ces deux objets, alors il faudrait la transformer en mètres. Donc, les constantes en sciences, que ce soit en chimie ou en physique, vous aident, les unités des constantes vous aident vraiment à savoir, à vous rappeler qu'est-ce que vous devez substituer. Alors, la masse sera en kilogrammes et vous aurez la distance en mètres. Bien entendu, les masses, il y en a deux. Alors, c'est de cette manière qu'on va travailler avec cette formule. Avant tout, voyons comment l'utiliser. Alors, la formule, tantôt, je vous l'avais mentionné, lorsque vous avez en fait la Terre et un objet qui est sur la Terre, donc l'objet ici, c'est l'humain. Alors, on a deux possibilités. On va avoir deux possibilités pour calculer le poids ou la force gravitationnelle. Lorsqu'un objet est en lien avec la Terre, on pourrait utiliser Fg est égal à mg et le G vaut 9,8 newtons par kilogramme. Et vous avez la formule, donc la loi de la gravitation universelle, c'est comme ça qu'on l'appelle, en considérant la constante gravitationnelle, la masse de la Terre, la masse de l'individu, je vais la représenter avec un petit m, et le rayon de la Terre. Donc, le rayon de la Terre, bien souvent pour les astres, on va mettre un gros R qui va être au carré. Alors, voyez-vous, en fait, dans cette formule, qu'est-ce qui donne le 9,8? C'est ceci. Donc, le G fois le M, on va le démontrer tantôt, fois le M de la Terre, la masse de la Terre, divisé par le rayon au carré de la Terre, c'est ça qui est à peu près égal à 9,8. Donc, des petits, des décimales là, après. Donc, ça nous donne vraiment des newtons par kilogramme. On va vraiment le voir tantôt. Donc, multiplié à une masse, eh bien, ça nous donne des newtons. Par contre, si vous avez un corps qui est éloigné, ça peut être deux corps, un à côté de l'autre, comme on l'a mentionné tantôt avec les billes, donc il y a une distance qui les sépare, ou bien lorsque vous avez des corps un peu plus imposants comme les astres, donc la Terre, par exemple, avec la Lune, vous allez utiliser la loi de la gravitation universelle pour calculer cette force gravitationnelle-là entre les deux corps qui sont à une certaine distance l'un par rapport à l'autre. Alors, vous allez vraiment attribuer une masse 1, peu importe, soit à la Terre ou à la Lune, une masse 2, même chose, soit à la Terre ou à la Lune. De toute façon, la masse, lorsqu'on multiplie, c'est commutatif, donc on peut mettre M2 avant ou M1 après. Et on va aller diviser par le carré de la distance qui sépare les deux objets. On va voir un exemple. Donc, l'exemple, on vous demande quelle est la force gravitationnelle. Donc, la physique, bien entendu, hein, c'est une question de variable, bien poser son problème, savoir associer la bonne variable. Donc, on cherche la force gravitationnelle. Donc, la bonne variable au bon mot. Alors, on veut la force gravitationnelle qui s'exerce entre, nous avons une boule de quilles et à côté, nous avons une quille. Alors, on veut savoir, entre les deux, il y a 18 mètres. On veut savoir la force avec laquelle la quille attire la boule et à l'inverse, la force avec laquelle la boule attire la quille. Donc, c'est ça qu'on veut savoir. Alors, ce qu'on nous a donné, vous pouvez fixer comme vous voulez, c'est comme je le mentionnais tantôt. L'objet 1, ça peut être la première mesure qui se présente. Alors ici, ce n'est pas le poids. La force gravitationnelle ne sera pas liée au poids parce que ce n'est pas l'objet par rapport à la Terre. Vous avez un deuxième objet qui a une masse de 1,6 kg et vous avez une distance entre les deux objets qui est égale à 18 mètres. Alors, qu'est-ce qui nous inspire? C'est la formule de la loi de la gravitation universelle qui va nous permettre de calculer le Fg. Faites attention, il y a beaucoup de choses à considérer dans cette formule.
Vous avez premièrement, la constante là, gravitationnelle qui n'est pas évidente à utiliser. Vous pouvez utiliser votre fonction exponentielle sur votre calculatrice. On peut faire un petit rappel. Alors, si vous voulez l'intégrer, par exemple, vous allez faire 6,67. Appelez votre fonction. Votre fonction, c'est soit grand E ou grand E, grand X, grand P. Alors, la calculatrice, elle est en attente de l'exposant. Vous n'avez pas besoin de faire le x 10. Donc, c'est déjà dans la mémoire de la calculatrice. Vous lui donnez par la suite l'exposant. Donc, et ainsi de suite. Vous allez pouvoir faire le fois maintenant. La masse. Là, je vais faire suivre les unités parce que je vais faire le traitement des unités. Alors ça nous aide beaucoup aussi en physique de faire suivre les unités. J'ai oublié celle de la constante gravitationnelle. Donc, vous avez les newtons, mètres au carré, et c'est divisé par des kilogrammes au carré. Donc, si c'est petit, là, mais c'est newtons multiplié, ben tiens, je vais enlever je vais rapetisser un petit peu mon fois. Alors, vous allez avoir des newtons multipliés par des mètres au carré. Des fois, les unités sont complexes, mais quand même, il faut les traiter comme si c'était des valeurs. En fait, vous allez voir, par le traitement des unités, vous allez voir que le kilogramme multiplié par le kilogramme va donner des kilogrammes carrés ici. Donc, des kilogrammes au carré vont pouvoir se simplifier avec ces kilogrammes-là. Donc, vous avez par la suite à substituer la distance. Alors, la distance, elle était de 18 mètres. Attention, c'est au carré, il ne faut pas l'oublier. Même chose ici. Si on fait le traitement des unités, les mètres carrés vont se simplifier avec les mètres carrés. Voyez-vous, il va nous rester simplement des newtons. Alors, c'est pour cette raison, regardez les unités aussi de votre constante gravitationnelle. Ça va vous donner les unités qu'on doit vraiment faire suivre avec les valeurs données dans l'énoncé de la question. Bien entendu, c'est très petit comme force. C'est c'est pas perceptible, mais elle est là. Elle existe. En fait, c'est comme cette force-là, c'est un peu comme le poids d'un demi-milliardième d'une goutte d'eau. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. L'exemple B, vous allez voir, je vais mettre en parallèle ici, on vous demande le poids, mais lorsque la balle, la boule, est sur la Terre et on vous a donné la masse de la Terre, on vous a donné aussi son rayon. En fait, lorsque vous avez un objet sur la Terre, la distance qui sépare l'objet de la Terre, en fait, c'est équivalent au rayon terrestre. Donc, vous allez avoir, on va poser le problème, vous allez avoir à calculer le FG. Vous allez voir, je vais faire l'analogie, ben pas l'analogie, mais le parallèle avec simplement la formule FG est égale à MG, déjà étudiée l'année passée. Vous allez voir qu'on va arriver presque à la même réponse. Alors, c'est ce qu'on cherche ici. Nous avons un corps, on peut l'appeler M1, qui est de 7 kg. Nous avons, il est sur la Terre, nous avons la masse. Souvent, les masses associées aux astres, on met un grand M. On peut mettre T pour la Terre. Alors, 5,98 par 10 à la 24 kg. Nous avons le rayon terrestre. Alors, vous avez, c'est une moyenne, bien entendu. Souvent, le R, on utilise un grand R pour les astres. Il est de 6,37 par 10 à la 6 mètres. Alors, dans la formule de la loi de la gravitation universelle, nous allons substituer alors la masse de la Terre, la masse de la boule, nous avons le rayon au carré. Alors, nous avons que le poids, je vais me tasser un peu. Alors, le poids va être égal à la constante gravitationnelle. Je répète, on la donne, cette valeur-là, dans les examens. Le kilogramme, on le met en dessous tout de suite. On a le droit de faire ça. Ensuite, vous avez la masse de la Terre, qui est quand même considérable. Nous avons la masse qui est exprimée avec les bonnes unités. Et nous avons aussi la masse de la boule de quille aussi qui est vraiment exprimée avec les bonnes unités. Et nous avons le rayon
terrestre, qui est aussi exprimé avec les bonnes unités. On ne l'a pas mis en kilomètres. Attention, c'est au carré. Alors, vous arrivez à un poids de cette boule-là, qui est sur la planète Terre, qui est égal environ à 68,8 newtons. Je vous ai dit tantôt qu'on pouvait faire le parallèle. Alors, le FG, on pourrait le poids, en fait, parce que ça correspond au poids, étant donné que l'objet est sur la Terre. Alors, c'est M, la masse, multipliée par le 9,8. Alors, la masse étant de 7 kg, multiplié par le 9,8 newton par kilogramme. Voyez-vous, les unités, on va le voir tantôt dans quelques minutes, les unités de l'accélération gravitationnelle sont aussi correspondantes donc on avait des centimètres, des mètres, pardon, par seconde au carré, mais c'est aussi correspondant à des newtons par kilogramme. Alors, si vous calculez le FG avec cette formule-là, vous allez obtenir environ, parce que ce n'est pas tout à fait exactement la même valeur, tout simplement parce qu'on utilise la constante gravitationnelle qui est un arrondi, et même le 9,8 est un arrondi, parce que le 9,8, ce n'est pas sa valeur à lui, c'est 9,82, etc. Donc, si vous voulez comparer dans un examen, si vous devez utiliser cette formule-là, mais qu'en même temps, parce qu'on vous c'est ce qu'on vous donne comme information, alors, vous pouvez vous auto-vérifier sur la feuille brouillon à savoir si c'est vraiment, si le corps est vraiment sur la Terre. Donc, vous pouvez vous vérifier et ça va donner à peu près la même chose. L'ordre de grandeur qui est à peu près le même. Si on arrondit, par exemple, la unité, on va avoir à peu près 69 newtons. Alors, ça revient, ce que j'avais encerclé tantôt dans la formule, à dire que, voyez-vous là, le, le G divisé par le rayon au carré de la planète, puis le tout multiplié par la masse de la planète, en fait, c'est ça qui donne le 9,8. C'est ça qui donne le G lorsque nous sommes sur la planète. Et là, il nous reste à multiplier par la masse. Donc, voyez-vous, ça revient en fait à cette formule-là, parce que le G, c'est ce que j'ai encerclé ici. Donc, et ensuite, on fait la multiplication par la masse de l'autre objet. Alors, c'est une belle analogie. On comprend bien le principe. Alors, ce que nous mentionnons par la suite, dans le document, l'accélération gravitationnelle, on vient juste d'en parler, on l'appelait comme ça lorsque nous avons étudié le mouvement. Rappelez-vous, lorsque nous avons calculé un objet qui est en chute libre, lorsqu'on a calculé son accélération, son accélération était autour de 9,80 et les unités à ce moment-là, lorsqu'on avait fait le traitement des unités avec les calculs de pente, de tangente sur le graphique, nous donnait des masses, pas des masses, des mètres divisés par des secondes au carré. Eh bien, c'est pour cette raison qu'on l'appelait l'accélération gravitationnelle. En quatrième secondaire, on l'appelait l'intensité du champ gravitationnel. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la Terre, par exemple, lorsqu'un objet tombe sur la surface de la Terre, alors sa vitesse augmente de 9,8 mètres par seconde à toutes les secondes. Et à l'inverse, lorsqu'on lance l'objet vers le haut, sa vitesse diminue de 9,8 mètres par seconde à chaque seconde. Donc, c'est l'accélération gravitationnelle que nous connaissons. Alors, c'est ce qu'on avait trouvé pour la chute libre. Pour la Terre, c'était 9,8. Pour un autre astre, ça va être différent. Alors, pour calculer, je vous donne une petite formule. Je pense que vous ne l'avez pas dans votre manuel, mais on l'a mentionné tantôt. En fait, le G de n'importe quelle planète, vous pouvez le calculer. Si vous avez sa masse, donc si vous avez la masse de la planète, je m'excuse, ici j'ai oublié, la masse est en kilogrammes. Donc, si vous avez la masse de la planète en kilogrammes, si vous avez son rayon, là, donc en mètres, vous pouvez substituer dans cette formule-là. Donc, vous avez la constante gravitationnelle, la masse, divisée par le rayon au carré. Donc, on va le faire, cet exemple-là, avec la Terre. Donc, avec la Terre, si je pose mon problème, on peut tout de suite, tiens, on va tout de suite substituer. Donc, on va écrire notre formule et ensuite, nous allons substituer. Alors, si nous voulons le petit g, pas le FG, là, le petit g. Alors, la constante gravitationnelle multipliée par la masse de la Terre divisée par son rayon au carré. Si on veut calculer FG, là, on ajoute l'autre masse du corps,
mais ce n'est pas le cas ici, là. C'est simplement le G que nous voulons. Alors, nous allons substituer les valeurs. Vous allez voir. Alors, le 6,67, nous avons des newtons mètre. Oups, j'oubliais. J'ai été déconcentré. Donc, nous avons par 10 à la moins 11 des newtons mètre au carré. Le tout divisé par des kilogrammes au carré. Multiplié par la masse. Donc, la masse, elle est donnée correctement. Elle est donnée en kilogrammes. Le tout divisé par le rayon. Il est bien exprimé. Il est exprimé en mètres, qui est au carré. Donc, lorsque vous allez effectuer le calcul, vous allez retrouver comme valeur une valeur qui va être très près du 9,8. En fait, vous allez voir, c'est un arrondi. Alors, il y a plusieurs décimales. Les unités, par contre, si vous faites le traitement des unités, donc kilogramme, alors ici, mètre carré va se simplifier avec mètre carré. Ce kilogramme-là va devenir 1, ce kilogramme-là va devenir, il va en rester kilogramme, 1 kilogramme. Alors, voyez-vous, les unités qui vont rester, c'est le newton par kilogramme. Alors, c'est de cette manière que nous retrouvons en fait que l'accélération gravitationnelle, c'est aussi 9,8 newtons par kilogramme. Et dans cette partie de cours, nous allons plus utiliser justement le 9,8 newtons par kilogramme. Je vais juste me prendre une petite note pour la petite unité que j'avais oubliée tantôt. Donc, c'est le kilogramme. Poursuivons maintenant avec le document. Vous avez, suite au calcul de l'intensité du champ gravitationnel, vous avez la petite formule qu'on rappelle de votre 4e secondaire. On en a parlé tantôt. Alors, cette petite formule, rappelez-vous, lorsque nous avions fait l'expérience pour trouver la relation entre la masse et le poids, alors, nous avions fait un graphique du poids en newton qui avait été mesuré, rappelez-vous, avec le dynamomètre. Vous aviez une masse qui était en kilogrammes. Elle était en grammes, mais vous l'aviez transformée en kilogrammes. Nous avions obtenu une fonction linéaire affine. Et la relation que vous aviez trouvée, en fait, c'était la suivante. Vous aviez vraiment une pente qui était égale à 9,8 newtons par kilogramme, multiplié par la masse. Donc, c'est la relation mathématique que vous aviez trouvée. Alors, on se souvient que la masse doit être en kilogrammes. Ensuite, l'accélération gravitationnelle, elle peut être en newtons par kilogramme. Alors, dans cette formule, on peut utiliser, on a vu la correspondance tantôt. Donc, vous pouvez faire la correspondance. Vous avez vraiment des newtons par kilogramme ou des mètres par seconde carrée. Ce sera les unités associées au G, à la variable G, dans les deux cas. Par la suite, nous avons l'exemple C. On vous demande de calculer la force gravitationnelle. Donc là, à savoir, est-ce qu'il faut utiliser la loi de la gravitation universelle ou bien simplement Fg est égal à mg? Vous allez voir, à la pose du problème, on vous donne simplement la masse du corps. Nous sommes sur la Terre, donc si on ne vous donne pas la masse de la Terre, si on ne vous donne pas le rayon de la Terre, allez pas vous compliquer la vie, vous allez utiliser Fg est égal à mg. Vous allez substituer tout de suite, faites attention, des kilogrammes. Le 9,8, vous pouvez utiliser des mètres par seconde carrée, mais le fait d'utiliser des newtons par kilogramme, ça vous montre un peu mieux par le traitement des unités qu'il va nous rester effectivement des newtons et les forces sont en newtons. Donc, je pense que cette force-là, on a fait pas mal le tour. La force gravitationnelle, donc je pense que vous avez une bonne idée. On va voir d'autres forces. Juste avant aussi, vous pouvez comparer, hein? Vous pouvez refaire la même chose, cette fois-ci avec cette formule, en allant chercher dans des annexes ou même si on vous donnait les valeurs, donc la masse de la Terre, parce que nous sommes sur la planète Terre, avec la masse de votre objet
ici, qui est l'humain, donc la masse de l'humain, et par la suite, le rayon de la Terre au carré. Vous allez voir, ce ne sera pas exactement la même valeur. Vous allez retrouver une valeur qui va être égale à peu près à 737, mais au niveau d'ordre, vous êtes quand même pas loin. Donc, pourquoi qu'on n'arrive pas à la même valeur? Bien, la constante gravitationnelle, c'est une valeur qui a été vraiment arrondie d'une certaine façon. Puis de toute façon, on a vu tantôt que ça ici ne nous donnait pas exactement le 9,8, mais bien 9,82, etc. Alors, passons maintenant juste la notion, sauf si c'est un rappel, c'est en lien. En fait, ce serait plus logique de le voir avant de voir le FG est égal à mg, mais c'est un rappel de votre quatrième secondaire. Alors, la masse qu'on notait par le petit m, la variable, vous aviez l'unité qui était le kilogramme. Donc, qu'est-ce qui était important de reconnaître, de retenir l'an passé, c'est que la masse, c'est une quantité de matière. Hein? Vous êtes formé d'atomes, de molécules, etc. Et cette matière-là va rester la même si vous êtes sur la Lune ou peu importe. Donc, ça ne varie pas. Donc, la masse ne varie pas. Par contre, ce que nous avions vu que la, le poids, lui, variait. Donc, le poids, si nous sommes en comparaison avec la Terre, le FG, alors nous avions à ce moment-là une valeur qui variait. Alors, le poids, lui, on peut l'ajouter. Le poids varie. Ça dépend de quelle manière va-t-il varier. Eh bien, il va varier dépendamment de l'astre où se retrouve l'objet. Donc, vous aviez vu ça l'an passé. Et aussi, ce que nous avons manipulé en laboratoire, nous avons manipulé le dynamomètre. Alors, le dynamomètre est l'appareil qui était en fait gradué en newton, qui nous permettait de mesurer une force, un poids. L'exemple D, on vous dit que vous avez de l'eau. On vous rappelle que la masse volumique de l'eau, elle est de 1 gramme par millilitre. Alors, ce que nous allons faire, c'est que le 675 millilitres d'eau, on va l'approximer à 675 grammes parce qu'on néglige le contenant, la bouteille, et on nous demande de calculer ici la masse. Et la masse, donc en fait, on nous demande de calculer, pas la masse, excusez, on nous demande de calculer la masse et le poids de cette eau-là sur la Lune et aussi sur la Terre. Alors, ce que nous avons comme mesure, donc vous avez la masse de l'eau qui est égale à 675 grammes. On ne garde pas ça en grammes, on va faire une division par 1000 pour avoir des kilogrammes. Donc, ça va nous donner 0,675 kg. Ensuite, nous allons poser notre problème. Alors, on nous a donné la masse de la Terre qui était de 5,98 multiplié par 10 à la 24, exposant 24. On nous a donné le rayon de la Terre. On peut l'écrire avec le grand R. Alors, 6,37 par 10 à la 6 mètres. On nous a donné la masse de la Lune, qui est égale à 7,35 par 10 à la 22 kg, et le rayon de la Lune, qui est égal à 1,74 par 10 à la 6 mètres. Alors, on peut aller calculer sur la Terre dans un premier temps, et ensuite sur la Lune, le poids. Donc, on peut commencer par le poids. Alors, sur la Terre, on va mettre ça en parallèle. Vous allez voir que on a vu déjà, même l'an passé, que l'intensité du champ gravitationnel sur la Lune n'était pas grand. Il était plus petit que celui de la Terre. Donc, lorsqu'on calculait des poids sur la Lune, nous avions une valeur qui était plus petite. Alors ici, nous allons substituer dans la formule FG qui est égal, FG qui est égal à G fois, ça va être la masse de la Terre,
fois la masse de l'eau divisé par le rayon de la Terre au carré. Je vais passer l'étape de la substitution. Je vais vous donner tout de suite la réponse. Vous pourrez vous pratiquer. Vous allez arriver à 6,6 newtons. Sur la Lune, donc ça ici, ce sera le poids sur la Terre à ce moment-là. Sur la Lune, même chose. On veut calculer le poids sur la Lune. Vous allez aller chercher la constante gravitationnelle, la masse de la Lune. On ramène la masse de l'eau. On divise par le rayon de la Lune au carré. Si vous prenez soin de substituer, vous allez retrouver 1,1 newton. Donc, voyez-vous, c'est pour ça qu'à la surface de la Lune, lorsqu'on voit dans des films de science-fiction les individus marcher et qui semblent plus légers, donc vous avez une comparaison ici. Alors, ça l'explique cela. Alors là, on vient de faire le tour, on vient de terminer là, avec la force gravitationnelle. En fait, vous allez voir dans l'équilibre de translation, lorsque vous allez avoir des corps qui vont être soit immobiles, en mouvement, nous allons toujours avoir le poids à considérer, donc la force gravitationnelle du corps. Maintenant, voyons une autre force, la force normale. Probablement que vous l'avez déjà abordée en mathématiques, mais nous l'avons vu un peu en optique. En fait, la notion de normale. Rappelez-vous qu'en optique, lorsqu'on parlait de notion de normale, une normale, c'était une perpendiculaire à donc, je vais juste changer. Donc, c'était une perpendiculaire à une surface. Donc, rappelez-vous, là, je vais dessiner ça comme il faut. Donc, c'était une perpendiculaire. C'était ça notre normale. Alors, une force normale, ben, il va avoir encore la notion de perpendicularité. Alors, une force normale, c'est une force. Donc, là, on va ajouter l'aspect vectoriel. Donc, lorsque vous avez une surface, c'est une force qui va être perpendiculaire. Donc, la force normale, c'est de cette manière-là qu'on l'identifie avec un N. En passant, vous pouvez omettre de mettre le petit symbole pour représenter que c'est une valeur vectorielle. On le sait de toute façon. On ne travaille pas en N dimensions en cinquième secondaire. Donc, ça, vous allez voir ça en algèbre linéaire au cégep. Vous allez travailler justement avec plusieurs dimensions pour l'aspect vectoriel. Vous allez avoir des outils comme les matrices pour trouver, pour traiter les informations. Alors ici, vous avez la force normale qui est toujours perpendiculaire à la surface de contact. Alors lorsqu'on va parler, par exemple, d'un individu qui va être au sol, supposons que je fais le sol ici, il y a toujours une force qui va être normale. Donc si il est sur une surface, alors vous avez la surface, c'est un plancher par exemple, eh bien vous allez avoir une force qui va être vers le haut parce qu'il faut soutenir l'individu. Elle est perpendiculaire, cette force-là, et donc elle est perpendiculaire et elle est vers le haut. Cette force-là, cette force normale-là, dans le cas d'un individu qui ne bouge pas, qui est au sol comme ça, elle va être égale au poids de l'individu. Alors, le poids de l'individu, lui, lorsque vous avez le poids, c'est sa masse multipliée par le 9,8. Alors, vous allez avoir son poids qui est vers le bas. Mon vecteur, il est un petit peu croche, là, mais c'est aussi à 90 degrés. Donc, le FG va toujours être perpendiculaire aussi à la surface. Alors, vous avez à ce moment-là que la force normale va être égale en norme à la force gravitationnelle, mais dans l'autre sens, donc sens opposé. Alors, cette notion-là de force normale, nous allons en parler. Donc, par exemple, pour un plan incliné, nous allons avoir, pour un plan incliné, supposons que nous avons un plan incliné ici. Donc, nous allons avoir, si vous avez un objet sur le plan, nous allons avoir son poids qui va être perpendiculaire ici, toujours à la surface de la Terre, et vous allez avoir la force normale, ça va être le plan, en fait, le plan, la surface du
plan incliné. Donc, ça va correspondre à la force normale parce que la force normale est toujours perpendiculaire à la surface. Alors ici, le poids, par contre, lui, est perpendiculaire à la Terre, à la surface de la Terre, donc à l'horizon. Donc, le poids va être ici. Donc, dans l'autre cours, nous allons aborder cette notion-là. Nous allons pouvoir additionner des forces, toutes sortes de forces. Nous allons trouver toutes sortes de forces aussi. Alors, un petit exemple, quelle est la force normale exercée par une table qui supporte une caisse de 13 kg? Alors, on va dessiner notre table. Alors, on va représenter la situation. Vous avez la table. La table, elle est au sol. Nous avons sur la table une caisse. Nous avons la masse de cette caisse. Donc, ça, c'est notre caisse. Alors, ce que nous avons, dans un premier temps, on va analyser notre problème. Nous avons le poids de la caisse, qui est le FG. Mais comme on va voir la notion d'équilibre de translation, la caisse est en équilibre, donc elle ne tombe pas, elle ne brise pas la table. Donc, la force gravitationnelle qui est vers le bas, qui est perpendiculaire à la surface de la Terre, vous avez une force, on peut la montrer de cette manière-là, hein, on peut la représenter à l'envers comme ça. On peut la représenter ici. Vous avez une force normale, même norme, mais sens opposé à la force gravitationnelle. On aurait pu aussi la représenter ici. Montrer, oups, je ne l'ai pas faite assez longue, je m'en excuse. La représenter ici, montrant la table qui applique une poussée. Souvent, cette force-là aussi normale, on va dire, oups, on va dire que c'est une poussée. Alors ici, vous avez votre force normale. Ça va équilibrer ce système-là. Alors, de quelle manière calculer la force normale? C'est ce qu'on vous demande de calculer. Alors, la force normale, c'est ce que nous cherchons. Nous avons la masse de la caisse qui est 13 kg. Pardon. Alors, nous pouvons trouver, dans un premier temps, le FG. Donc, on va allumer, on va penser d'aller calculer le MG parce que la table, en fait, elle se bat contre le poids de l'objet qui est à sa surface. Nous allons avoir 13 kg multiplié par le 9,8 newton par kilogramme. Ça va nous donner un poids qui va être égal à 127 newtons. Et comme le poids est égal à la force normale, mais à l'inverse, alors on va pouvoir donner la force normale, on va donner sa norme, 127 newtons. Comme c'est un vecteur, on va préciser l'orientation, donc c'est vers le haut. On aurait pu mentionner aussi, on va le voir dans l'autre cours, qu'on peut aussi évaluer son orientation par rapport au 0 degré du cercle. Donc, on pourrait dire que c'est à 90 degrés. On aurait pu aussi la représenter, cette orientation-là, par rapport aux points cardinaux. Mais on va voir ça dans le prochain cours. Ensuite, on retrouve une autre force, la force de frottement, que nous allons noter grand F avec petit f. En fait, la force de frottement, c'est une force qui s'oppose au mouvement naturel du corps qui est en mouvement. En fait, la force de frottement existe et heureusement. Il n'y a pas juste du négatif à la force de frottement. Heureusement qu'elle existe parce que si nous n'avions pas de force de frottement, nous ne pourrions pas marcher. Donc, parce que la semelle que vous avez sous votre soulier et la surface sur laquelle vous marchez, eh bien, vous avancez, donc vous appliquez une force vers l'avant avec votre pied pour avancer. Mais il y a aussi une force de frottement qui est dans l'autre sens. Et heureusement, parce que sinon, on glisserait. Et pour justement, lorsque la force de frottement diminue, c'est de plus en plus difficile de marcher. Essayez de marcher sur de l'asphalte, ça va marcher beaucoup mieux que d'essayer de marcher sur la glace, par exemple. Alors, il y a plusieurs facteurs. Il y a la rugosité de la surface sur laquelle nous marchons. Donc, ça dépend des matériaux. Il y a aussi le fait qu'on peut marcher sur un plancher, avoir une bonne adhérence, mais si on répand de l'eau sur le plancher, eh bien, on peut glisser.
Si on a de l'huile aussi sur une surface, on peut glisser. Alors, la force de frottement, elle est là, et puis nous avons vraiment avantage à avoir la force de frottement. Alors, si vous avez, par exemple, la force de frottement, si on veut la représenter, supposons avec une brique que vous déplacez sur l'asphalte. Alors, ça, c'est l'asphalte. C'est quand même rugueux, hein, l'asphalte. Vous avez votre brique. La brique aussi, là, c'est quand même rugueux. Alors, si vous appliquez une force quelconque avec votre main, il va y avoir une force de frottement dans l'autre sens. Donc, voyez-vous, la force de frottement s'oppose toujours. La force de frottement, ce n'est pas toujours des surfaces, hein. Ça peut être aussi des particules d'air. Donc, on peut avoir les molécules d'air aussi qui empêchent l'objet d'avancer comme correctement. Donc, on peut avoir des molécules d'air qui vont appliquer une force de frottement sur l'objet. Ensuite, donc c'est pour ça aussi que les automobiles, on va travailler vraiment l'aérodynamisme pour les automobiles pour avoir le moins possible de frottement dû à l'air et par le fait même d'économiser en fait plus de carburant. Alors, si nous avons la même brique, cette fois-ci, que nous poussons, toujours avec la même force, alors nous allons, si nous avons une surface maintenant qui est la glace, je vais le montrer avec un vecteur qui va être plus petit. Alors, la force de frottement va être vraiment plus petite. Supposons que ici, c'est notre situation 1, ici, c'est notre situation 2. Force de frottement 1, force de frottement 2. Nous allons avoir que la force de frottement dans la situation 1 est supérieure à la force de frottement dans la situation 2. Donc, voyez-vous, la force de frottement, ça dépend vraiment des matériaux, ça dépend des surfaces, de leur rugosité. Et par le fait même, bon, lorsqu'on parle de frottement, arrive la notion de coefficient de frottement. Alors, ce qu'on peut faire avec un objet peut être immobile et on peut vouloir le déplacer. Alors, à ce moment-là, il faut se battre contre sa force de frottement. Alors, lorsqu'il est arrêté, les scientifiques ont calculé des coefficients de frottement. Donc, vous allez voir le tableau dans quelques instants. Et dépendamment des surfaces sur lesquelles glissent les objets et aussi la matière de l'objet, nous allons avoir des coefficients qui vont correspondre à ces surfaces-là, à ces matériaux-là. Donc, si je le répète, ils ont été calculés en laboratoire. Vous n'aurez pas à les apprendre par cœur. Et ces coefficients-là, on va les intégrer justement dans une formule qui va nous permettre de calculer deux types de frottement. Un frottement statique. Donc, les deux corps peuvent ne pas glisser, c'est le frottement statique. Alors, lorsque vous avez une brique qui est au sol, si vous déplacez la brique, donc juste avant qu'elle se mette en mouvement, on va parler à ce moment-là de force de frottement, mais statique, parce que vous vous battez à la mettre en mouvement, donc contre la force de frottement. Alors ici, un corps peut aussi glisser. Il peut déjà être en mouvement. Donc, si le corps est déjà en mouvement, donc ici, il n'y avait pas de mouvement. Pas de mouvement. Alors, vous aviez à ce moment-là à considérer, oups, pas de mouvement, la notion de statique. Donc, retenez à pas de mouvement que c'est statique. Quelque chose qui est statique, ça ne bouge pas. Donc, il n'y a pas de mouvement. Et par contre, si déjà le corps bouge sur la surface, bien là, il y a un mouvement. Et qu'est-ce qu'on associe au mouvement? C'est la cinématique, hein, qui est l'étude du mouvement. Et voilà, on va parler à ce moment-là d'un coefficient cinétique. Nous allons voir tout ça dans quelques minutes. Alors, voyons ces notions-là. La force de frottement entre deux substances est proportionnelle, vous allez voir la formule, au coefficient de frottement. Le coefficient de frottement, on l'appelle la petite lettre grecque mu. Alors, c'est la petite lettre grecque mu. C'est sa variable. C'est un coefficient qui n'a pas d'unité parce que, en fait, lorsque les scientifiques, lorsqu'on l'a calculé, les physiciens, lorsqu'on l'a calculé, ce coefficient-là, c'est un rapport et les unités se simplifiaient. Donc, c'est une variable qui n'a pas d'unité.
Le coefficient de frottement statique, on va le noter μS. Il permet d'évaluer la valeur maximale que la force de frottement peut atteindre avant que deux corps ne se mettent à glisser, comme j'ai mentionné tantôt. Alors, les corps ne sont pas... donc, vous avez, par exemple, une grosse caisse. Vous devez la déplacer. Donc, elle n'est pas en mouvement tout de suite. Alors, à ce moment-là, vous allez vous battre contre cette force de frottement-là. Alors, juste pour la faire déplacer, on va parler de frottement statique. Par contre, une fois qu'elle est déplacée et qu'elle est en mouvement, nous allons parler de frottement cinétique. Alors, on va avoir à considérer lorsque nous allons avoir des mises en situation, est-ce que la personne veut faire bouger l'objet, donc on va parler de statique à ce moment-là, ou est-ce que la personne pousse déjà l'objet est en mouvement, donc on va parler de cinétique à ce moment-là. Et comment on le note, le coefficient cinétique? On le note mu avec un C. Rappelez-vous de l'énergie cinétique, on la notait EC. Alors, ça permet de calculer la valeur de la force de frottement, mais lorsque les corps glissent l'un contre l'autre, lorsqu'il y a déjà un mouvement, là, alors, nous allons voir, en fait, que vous avez, donc, c'est ça, donc, si je l'ai mentionné tantôt, on revient au petit dessin. Donc, si déjà le corps est en mouvement, on peut calculer une force de frottement cinétique. Alors, il va s'agir de prendre simplement le bon coefficient de frottement. Vous allez voir dans quelques temps le petit tableau. Une notion à retenir, on a toujours que le coefficient de frottement statique il est supérieur. Vous allez le voir dans un tableau. Inquiétez-vous pas, vous n'avez pas non plus à l'apprendre par cœur. Donc, c'est pour mettre en mouvement l'objet. C'est toujours plus grand. On va déployer même plus de force pour le mettre en objet, pour le mettre en mouvement, pardon. Et une fois que l'objet est en mouvement, eh bien, on applique. Donc, c'est plus facile. Le frottement, le coefficient de frottement, il est moindre parce que la force de frottement cinétique, elle est moindre aussi. Alors, vous avez que le frottement ne dépend pas, ah oui, ça c'est une autre question souvent qui peut être embêtante dans les examens, ça ne dépend pas de la grandeur de la surface. Exemple, si j'ai une brique que je déplace, que je pousse sur l'asphalte, ou peu importe, un plancher, peu importe. Si c'est sur une petite surface, ou même si c'est la même brique, mais sur une grande surface d'asphalte, c'est le même crouch, crouch, crouch. C'est le même frottement là, qu'on va ressentir. C'est la même chose. Là. C'est la même rugosité que nous avons pour les deux matériaux. Donc, l'air de surface, de contact, ne change pas le frottement. Donc, ça, c'est à retenir. Ensuite, on arrive aux formules. Donc, nous avons, c'est peut-être pas beau là, sur votre document, donc nous avons deux forces en fait. La force de frottement statique, qui va être plus petite ou plus grande au coefficient de frottement statique fois la force normale. Alors, c'est par la force normale que nous allons multiplier. Même chose, la force de frottement cinétique, par contre, va être égale à mu, donc le coefficient mais cinétique, fois la force normale. Alors, ce sont des formules qui vous sont données. Alors, c'est toutes des valeurs vectorielles. Les forces sont toujours en newton. Le coefficient de frottement, il n'y a pas d'unité, donc on vous l'a mentionné. On va aller voir, on va retenir aussi, je l'ai mentionné tantôt, hein, on a mentionné que, en fait, la force de frottement statique va toujours être supérieure à la force de frottement cinétique, hein, parce que, justement, le coefficient, lorsqu'on parle de même matériau, le coefficient statique, il est supérieur au coefficient cinétique. Donc, vous voyez, on retrouve les forces. On retrouve dans la formule des forces, on retrouve ce coefficient-là avec la force normale qui ne varie pas. Donc, c'est pour ça que vous avez cette correspondance. Le tableau, je le rappelle, il n'est pas à prendre par cœur, on va vous donner ces coefficients-là. Ici, ce sont les μS, donc ceux qui sont coefficients statiques. Ici, ce sont les coefficients de frottement, mais qui sont cinétiques.
Alors, pour du cuivre, qui est sur du cuivre, vous avez un coefficient, regardez, statique, qui est toujours supérieur au coefficient cinétique. Ça veut dire que pour mettre en mouvement une plaque de cuivre qui est sur du cuivre, le coefficient statique que vous allez considérer, c'est 1,6. Mais par contre, s'il est déjà en mouvement, votre cuivre sur le cuivre, le coefficient statique que vous allez, le coefficient que vous allez utiliser de frottement sera le coefficient cinétique parce que vous avez un mouvement. On n'oublie pas que la cinétique, on le rappelle, c'est mouvement et vous avez la statique qui n'est pas de mouvement. Alors, vous pouvez voir que dépendamment des surfaces, l'acier sur l'acier sec, l'acier sur l'acier graissé, chêne, un arbre, l'arbre, l'essence de chêne, le chêne sec sur le chêne sec, le caoutchouc sur l'asphalte, etc. Donc, vous voyez varier. Le coefficient est très petit, caoutchouc sur la glace, parce que la glace, c'est une surface qui est quand même lisse. Alors, allons voir un exemple. On va avoir vu, en fait, de long en large, la force de frottement. Alors, quelle est la force de frottement qui s'exerce lorsqu'une voiture, on va poser notre problème, nous voulons calculer la force de frottement. La masse de la voiture est de 1500 kg. Elle dérape. Et là, vous allez vous retrouver, elle dérape, elle est sur l'asphalte mouillé, donc vous allez vous retrouver peut-être dans le champ. Alors, nous avons à calculer cette force de frottement-là. On va représenter la situation. Alors, l'automobile est en mouvement. Alors, quels sont nos matériaux? Nous avons les pneus, puis le pneu est en caoutchouc. L'autre surface, c'est l'asphalte, mais pas n'importe quel asphalte. C'est l'asphalte mouillé. Allons voir. Nous avons deux coefficients de frottement. Il faut prendre le bon. Est-ce qu'on veut déplacer une automobile qui est arrêtée? Ou bien si nous avons une automobile qui est déjà en mouvement? Elle est déjà en mouvement puisque à un moment donné, bon, c'est ce qu'on dit, elle va déraper. Vous ne pouvez pas déraper si vous êtes arrêté. Alors, nous allons dans le tableau et nous allons aller chercher le coefficient de frottement, mais celui qui est cinétique. Alors, allons voir dans le tableau. Alors, nous avons le caoutchouc avec l'asphalte mouillé. Le voyez-vous, il est ici, votre coefficient. Donc, on ne veut pas mettre en mouvement l'automobile. Elle est déjà en mouvement. Donc, nous allons prendre 0,5. Je le rappelle, il n'y a pas d'unité. Donc, voyez-vous, vous allez devoir faire un petit peu d'analyse pour trouver les matériaux et en même temps trouver le bon coefficient. Par la suite, vous allez utiliser la formule. Donc, pour le frottement cinétique, c'est le coefficient de frottement cinétique qui est multiplié par la force normale. La force normale, alors, en tout temps, l'automobile applique une force qui est le poids ici, qui est perpendiculaire à la surface. Et en même temps, la surface de l'asphalte applique une force vers le haut pour maintenir l'automobile parce que sinon, comme par exemple les trous de poule, là, vous n'avez plus assez de force vers le haut pour maintenir l'auto. Donc, vous allez avoir la roue qui va rentrer dans le nid de poule. Alors, vous avez ici la force normale qui va être vers le haut. Alors, vous avez à calculer à ce moment-là pour votre force normale, vous avez à calculer le poids dans un premier temps, le FG. Vous avez en kilogrammes la masse, le 9,8 newton par kilogramme. Alors, le FG va être égal à 14 700 newtons. Et le FG
est égal à la normale, mais dans le sens inverse. Donc, c'est juste pour montrer qu'en fait, on va avoir besoin pour la force, on va avoir besoin que de la norme, on n'aura pas besoin de parler ici d'orientation, on ne sait pas, on ne nous a pas parlé de comment l'automobile se déplaçait, donc dans un espace, donc est-ce que ça se déplace à l'inverse ou dans le sens direct de l'axe des X. Alors, nous allons simplement substituer nos valeurs. Alors, le 0,5 fois le 14 700 newtons. Alors, vous allez avoir une force de frottement cinétique qui est de 7350 newtons. Ça aussi, les physiciens, on considère ça justement pour l'efficacité, par exemple, donc, moins on a de frottement. C'est sûr qu'il faut en avoir, là, du frottement lorsque l'automobile se déplace. Mais par exemple, on va en avoir plus avec des pneus d'hiver. Donc, c'est pas à conseiller de garder ces pneus d'hiver l'été parce que vous allez, par le fait même, utiliser plus d'essence pour rouler parce qu'il y a plus de frottement. Donc, on doit fournir de l'énergie pour ce frottement-là. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir du frottement, mais bien entendu, on essaie de trouver le bon rapport au niveau matériaux pour justement avoir le frottement qu'on a besoin pour l'économie d'essence. Une autre force, la tension. La tension, souvent dans certains manuels, vous allez la noter T. Vous allez la voir notée T. On pense souvent à des cordes, à des câbles. Alors, c'est lorsqu'on tire sur des câbles, lorsqu'on tire sur des cordes. Il y a des tractions. On avait vu ça l'an passé en techno. Alors, ce qu'on va faire, par contre, on va négliger la masse des câbles. On va négliger aussi le fait que le câble peut s'étirer. Alors, on va traiter les problèmes, les mises en situation de cette manière-là. Souvent, nous allons avoir une poulie qui va être fixée au plafond. Et cette poulie-là va nous permettre de soulever un objet qui, lui, est au sol, par exemple. Nous allons avoir à ce moment-là une corde qui va être attachée à l'objet et nous allons tirer. Alors, la tension dans la corde va se retrouver ici, donc le FT. En fait, en tout point de la corde, la tension va se retrouver. Donc, le FT, c'est le même ici, c'est le même là. Et la personne va avoir à tirer simplement. Donc, il y a aussi le souk à la corde. Donc, si vous avez deux individus qui ont une corde et qui vont tirer, donc pas nécessairement avec la même force. Donc, vous allez avoir une tension qui va se faire au niveau de la corde. La tension, c'est que ça tirait des deux bords, hein, parce que tu as le poids de la masse vers le bas, puis en même temps, ben, tu as la force vers le haut. Donc, on avait vu ça dans les symboles normalisés en quatrième secondaire. Alors, la notion de tension, vous allez voir, je le mentionnais tantôt, la poulie. On n'ira pas jusqu'à parler des machines qui vont nous permettre, qui vont nous donner des avantages mécaniques et qui vont diviser nos forces. On ne va pas voir ça là, dans ce cours-là. Mais une poulie fixe, on fait juste se rappeler que c'est en fait le poids et la tension dans la corde vont être la même. Alors, ça ne modifie pas la force, la tension dans la corde, ça modifie simplement la direction. Donc, ça ne modifie pas la valeur de la force, la norme de la force, mais simplement la direction. Alors, en G, on soulève une masse, on va écrire on va poser notre problème de 750 grammes, bien entendu. La notion de force, on ne garde aucunement des masses en grammes. On les transforme en kilogrammes. On tire ça avec une poulie et on veut connaître la tension dans le câble. Donc, la tension, c'est ce que nous voulons connaître. Alors, si on fait une petite représentation, ça va ressembler à ce que j'ai fait tantôt. Alors, nous avons notre poulie. Nous avons, je vais donner une orientation, vous allez voir. Alors, nous avons le sol, nous avons une caisse que nous soulevons et je vais donner une orientation par rapport au 0 degré du cercle. Une orientation, donc qui n'est pas par rapport au 0 degré du cercle, pardon,
Le 0 degré du cercle, il est ici. Alors, elle est de, ici, par rapport à l'horizontale, et le vecteur, elle est de 50 degrés. Alors, ce que nous allons faire dans un premier temps, la tension dans la corde qui est ici, bien ici, elle est égale au poids de l'objet. Par contre, c'est la norme qui est égale, on s'entend. Alors, vous avez que la direction, par contre, le sens n'est pas le même. Donc, le sens de la flèche n'est pas le même. Alors, dans un premier temps, nous allons la calculer, cette force-là gravitationnelle, qui est égale à mg. Donc, on va utiliser à plusieurs sauces la force gravitationnelle, cette formule-là. Alors, vous avez le 0,750 kg qui va être multiplié par le 9,8 newton par kilogramme. Le Fg, à ce moment-là, donne 7,35 newton. Alors, vous avez ici 7,35. L'individu qui tire sur la corde, quel que soit l'angle, il tire avec une force de 7,35 newton, mais dans une autre direction. Donc, ça change simplement la direction. Alors, ici, comme on a incliné la corde de cette manière-là, si on voulait donner pour la force, pour la tension, si on voulait donner juste sa norme, souvent dans les examens ou même dans les exercices, la norme va être suffisante. Mais si vous voulez donner l'orientation, ben, la corde ici, elle est orientée à 50 degrés par rapport à l'horizon. Mais si vous voulez représenter par rapport au 0 degré du cercle dans le sens antihoraire l'angle, eh bien, ça correspond à 180 plus, vous avez ici, donc 180 plus le 50 qui se retrouve ici, hein, les angles alternes internes, donc ce qui donne une orientation qui est à 230 degrés. On a presque terminé les différents types de forces. Allons maintenant à la dernière, qui est bien comique, la force centripète. Alors, on la note FC. Faites attention, là, c'est pas cinétique, c'est bien centripète. En fait, lorsque vous cuisinez à la maison, vous avez peut-être une centrifugeuse pour faire du jus. Alors, un centrifugeur. Alors, pour faire du jus, la force centrifuge, c'est celle qui va, lorsque ça va tourner, par exemple, vous mettez vos légumes, vos fruits, lorsque ça va tourner, ça va faire sortir le jus. Donc, ça, c'est la force centrifuge. Mais la force centripète, c'est celle qui va plutôt aller dans l'autre sens, vers le centre de la rotation. Alors, la force centripète, vous l'avez. Donc, ça vient du latin, le centri vient du latin centrum, qui veut dire centre, et pète, qui est péter, qui veut dire tendre vers le, donc tendre vers le centre. Alors, vous avez, en fait, je vais faire juste une petite notion de l'inertie. Lorsqu'un corps est immobile, alors la loi de l'inertie, c'est qu'un corps qui est immobile va vouloir conserver cet état-là d'immobilité. À l'inverse, lorsqu'un corps est en mouvement, mon petit bonhomme il court ici, là, lorsqu'un corps est en mouvement, la loi de l'inertie, c'est qu'il tend à vouloir garder ce mouvement-là. Alors, au niveau des objets qui vont avoir des mouvements circulaires, vous allez voir que l'orientation de la vitesse va changer en tout point. Donc, lorsqu'on parle d'un mouvement circulaire, vous allez avoir une vitesse qui, en norme, va toujours. Donc, supposons qu'on fait tourner un objet autour d'un point. Alors, l'objet est attaché, par exemple, à une corde. On peut penser à une fronde, par exemple. Et on fait tourner autour de nous une corde. Ou même si on prend, par exemple, un enfant par les bras et on le fait tourner autour de nous. Alors, il va avoir un vecteur vitesse. Vous allez faire tourner l'objet à la même vitesse, mais dans le temps, ce vecteur-là, vitesse, change d'orientation continuellement, mais sa norme est toujours la même. Pour garder l'objet dans ce mouvement-là de rotation, il y a une force qui est la force centripète.
Parce que ce corps-là, lui, qui est en déplacement, il a tendance à vouloir garder une trajectoire qui est rectiligne et non circulaire. L'exemple de ça, si vous êtes en automobile, vous roulez à une certaine vitesse en ligne droite. Alors, lorsque vous allez penser à tourner, juste la loi de l'inertie s'applique ici. De quelle façon? Vous avez un mouvement qui est en ligne droite. Et la loi de l'inertie, c'est qu'on veut conserver cet état-là de mouvement. Alors, lorsque vous tournez, votre corps qui est dans l'automobile au volant, par exemple, ou même au niveau passager, si vous tournez vers la droite avec l'automobile, votre corps va avoir la tendance de faire quoi? À tourner, à tirer vers la gauche. Pourquoi? Parce qu'il veut garder cet état-là de mouvement rectiligne. Alors, qu'est-ce qui donne qu'est-ce qui donne ce cas-là? Donc, qu'est-ce qui fait que vous voulez garder, vous allez vous pencher vers la gauche si vous tournez à droite? C'est pour répondre à la loi de l'inertie, mais en même temps, il y a une force centripète qui est faite par les pneus, par l'orientation que les pneus ont sur la surface, parce que là, vous donnez un mouvement qui est vers la droite. Alors, ça va faire en sorte que la force centripète va être augmentée, justement, pour être capable d'effectuer le virage. Et dans les virages, vous avez toujours avant le virage un panneau qui va vous identifier la vitesse que vous devez avoir, parce que les physiciens, on a calculé justement des vitesses pour lesquelles vous allez être capable de prendre la courbe. Par contre, si vous ne respectez pas ces vitesses-là, si vous avez une valeur supérieure à cette vitesse-là, vous allez garder votre état de mouvement. Vous ne serez pas capable d'aller vraiment faire ce mouvement-là. Vous allez perdre le contrôle, tout simplement, et vous allez rentrer dans le décor. Donc, il faut respecter ces limites de vitesse-là. Alors, un corps a cette tendance-là de vouloir garder son mouvement. Ici, on vous montre l'exemple d'une fronde, une fronde qui est un objet qui est relié avec une corde, que l'on fait tourner au-dessus de sa tête dans un mouvement circulaire. Alors, on vous a montré ici la force centripète, c'est celle qui va vers l'intérieur. Vous avez le vecteur vitesse, qui va changer, pas en norme, mais qui va changer en orientation tout le tour, tant et aussi longtemps que l'objet tourne. Alors, vous allez voir en fait que la force centripète, elle va prendre plusieurs formes. Hein? Des fois, ça va être la force normale, une tension qui va nous amener, qui va correspondre, ça peut être les pneus, l'inclinaison des pneus, par exemple, qui va nous amener à avoir cette force-là centripète qui nous tire vers le centre. Alors, nous, on doit être capable de travailler avec la formule, on va vous la donner. La force centripète, c'est égal à la masse de l'objet qui tourne, qui est en kilogrammes, multiplié par la vitesse avec laquelle l'objet tourne, qui est au carré, et la vitesse est en mètres par seconde, divisé par la distance qui vous sépare. En fait, ça forme un rayon. Hein? Lorsque vous avez un mouvement circulaire, ça génère un cercle. Qui dit cercle dit rayon. Donc, vous avez le petit rayon. Et voilà. Donc, c'est cette formule-là que vous allez utiliser. Le rayon, il est en mètres. Et on va terminer avec un exemple. Et on va avoir passé à travers les forces, les différentes forces. Donc, dans le prochain cours, vous allez avoir la notion de force que nous allons additionner. Donc, la notion d'équilibre de translation aussi. Alors, c'est un père qui fait tourner sa fille autour de lui. Essayez pas de décider de faire la représentation en 3D. Là. La petite fille, elle est là. Le père, il est là. Ils sont liés par les bras et le père fait tourner sa fille autour de lui. Donc, qu'est-ce qui nous sépare? Donc, le centre de gravité de la petite fillette. Donc, ça veut dire son centre de gravité. Vous avez une masse pour la petite fillette qui est de 35,0 kg. Donc, son centre de gravité se trouve par rapport à son père à 1,15. C'est comme si c'était de nombril à nombril. Alors, c'est la distance, c'est le petit r. Donc, le petit r qui est égal à 1,15 mètres. Et on vous demande la vitesse. Si lui, le père, applique une tension, voyez-vous ici, la force
Elle prend plusieurs formes. C'est la force centripète devient comme la tension dans les bras, en fait. Alors, on veut avoir la vitesse, donc on n'a pas le choix. La force centripète, c'est notre tension ici dans les bras, qui est égale à 700 newtons. En fait, c'est la force des bras qui force la petite fille à rester, à être attirée vers le centre. Alors, c'est ce qu'on mentionnait tantôt, c'est ce que j'ai dit tantôt, la force centripète prend plusieurs formes. Ça peut être une tension, ça peut être une force normale, vous allez les voir dans les différentes situations. Alors, la force centripète, il est comique à dire, hein, le mot, est égale à la masse fois la vitesse au carré divisé par le rayon. Il nous reste juste à substituer, bien entendu, les bonnes unités. Nous avons à trouver la vitesse, le rayon qui est formé, 1,15 m. Vous avez à effectuer le calcul. Ça va vous donner une force vers l'intérieur, c'est ça la force centripète, qui va être égale. Oups, j'ai oublié, je pensais que c'était la force qu'on trouvait. Oups, on cherche la vitesse, je l'avais même dit. Donc la force centripète, on a dit que c'était égal à 700, et voilà. Donc c'est la force qui maintient la petite fille en rotation autour du papa, parce que sinon, si le papa lâche, la petite fille va respecter la loi de l'inertie, elle va se déplacer, et puis pas à peu près, elle va même se blesser. Alors ici, vous pouvez isoler. Vous allez avoir que la force est multipliée par le 1,15 m, le tout divisé par le 35 kg. Nous allons avoir le V au carré. Et lorsqu'on va extraire la racine carrée des deux côtés, nous allons obtenir une vitesse de 4,80 mètres par seconde automatiquement. Automatiquement, des newtons multipliés par des mètres divisés par des kilogrammes, extraire la racine carrée, ça nous donne des mètres par seconde, mais là, c'est assez difficile. On ne fera pas la démonstration ici de cette unité-là. Alors, vous avez des mètres par seconde. Si vous avez des questions, vous avez Patiosciences Facebook. Si vous voulez le document de ce cours, il est sur le site internet patiosciences.com. Alors, bonne étude. Que la force soit avec vous.